Il y a eu une épidémie et ils y sont tous passés. Un beau quelle entrée. Ouais, comme les poupées vaudou. Exactement. Elle m'a surtout dit de jamais me faire toucher par ma main. D'après elle, c'est comme ça qu'elle jetterait ses sorts. Salut à tous et bienvenue pour mon tout premier spécial paranormal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pratique l'urbex. J'ai déjà réalisé une trentaine d'épisodes disponibles sur ma chaîne YouTube du même nom. Je vous mets un petit lien juste au-dessus de Chucky si jamais ça vous intéresse. Cependant, ce n'est pas ma seule passion. Je suis aussi très friand d'histoires paranormales, voire inexplicables. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de varier un peu plus les contenus. Et c'est donc tout naturellement que j'ai décidé de commencer par une histoire que j'ai vécue moi-même, ainsi que mes collègues de travail. Si je devais donner un titre à cette histoire, je pense que je l'intitulerais « Sorcellerie chez les riches ». Rien que ça. J'en profiterai pour vous glisser quelques passages vidéo que j'avais enregistrés à cette époque, histoire de mieux vous immerger dans la situation. Tout de suite, le générique. On va donc commencer par le commencement. Cette histoire s'est déroulée fin 2017. J'étais à l'époque en plein déménagement du sud de la France vers ma Bretagne natale. J'étais sans emploi à l'époque, c'est donc tout naturellement que quand un ami m'a appelé pour me proposer d'aller travailler dans une famille richissime en Espagne, j'ai très vite accepté, sans trop me poser de questions. Hormis peut-être la durée ou le salaire, qui était plutôt conséquent, mais si j'avais su que c'était pour une famille de chasseurs, j'aurais peut-être réfléchi un peu plus. Mais c'était bien loin d'être le seul souci qui allait nous arriver, croyez-moi. C'est donc fin septembre que je pris l'avion direction l'Espagne, où un monsieur nous attendait directement sur place à l'aéroport avec son panneau. C'est également à ce moment-là que je rencontre 3 autres personnes venues comme moi pour travailler. Le monsieur qui nous accueille ne parle pas un mot de français, mais il nous dirige vers un minibus. Après 2 bonnes heures de route, nous arrivons enfin à destination, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est vraiment isolé. Leur terrain tout entier fait 1,5 fois la superficie de Marseille et le village le plus proche est à 1 heure de route en voiture. Le premier soir, nous ne travaillons pas car la famille en question n'est pas encore arrivée, ce qui nous permet de faire plus ample connaissance. Nous étions donc au total de 11, 2 cuisiniers, 4 femmes de chambre, 4 serveurs dont j'en fais partie et un petit chef pour diriger tout ça. Il y avait donc 6 filles et 5 garçons, la moyenne d'âge se situe entre 20 et 30 ans. Il y avait déjà un couple ainsi que 2 meilleurs amis d'enfance, sinon personne d'autre ne se connaissait. C'est donc le lendemain après-midi que nous rencontrons enfin nos employeurs. On nous demande donc de nous mettre alignés dans la cour et de les attendre, sages comme des images. Arrive donc une dame, a priori la quarantaine, assez grande, plutôt maigre, aux cheveux ondulés et grisonnants, ainsi qu'un homme aux cheveux longs, mais qui n'a presque pas parlé durant tout le discours. Elle nous explique donc que nous allons recevoir entre 4 et 8 nouveaux invités tous les 3 jours environ et que nous devons les accueillir, les servir et être disponibles environ entre 7 et 23 heures tous les jours. Elle se présente donc comme Madame et Monsieur juste à côté et que c'est comme ça que nous devons les appeler jusqu'à la fin de notre séjour. À ce moment-là, j'avais les bras croisés derrière le dos. Elle me fixe et elle me dit « Toi là-bas, tu me cacheras ce tatouage jusqu'à la fin du séjour. » Comment elle a fait pour voir mon tatouage? J'avais les bras croisés derrière le dos. Vous voyez bien quand même, on ne peut pas le voir. J'ai vraiment pas compris à ce moment-là et je me suis dit, on rigolera pas avec elle, elle a des yeux derrière la tête. On était quand même à 6 mètres de distance environ, pour vous faire une idée. Bref, à ce moment-là, je lui dis, non madame, ne vous inquiétez pas, je travaillerai en chemise manche longue et il n'y aura aucun problème. Bon, elle continue et à ce moment-là nous dit que ces réceptions ont lieu tous les ans depuis déjà quelques années, mais que nous sommes tous des petits nouveaux. Je pose déjà quelques questions. Comment ça se fait que sur 10 personnes, il n'y ait personne de l'année dernière ou de l'année d'avant? Pourquoi ils n'ont pas voulu revenir? À la suite de cette discussion, nous partons tous ensemble pour aller déposer leurs bagages dans leur chambre. C'est donc à ce moment-là que nous pénétrons enfin dans cette gigantesque villa, car nos maisonnettes sont situées à environ 5 minutes à pied.
La porte d'entrée est immense, mais la première chose qui me choque, c'est cet énorme bouc juste à côté de la porte. Symboliquement, on sait tous qu'il y a quand même beaucoup mieux comme animal pour l'accueil, non? Un bouc à l'entrée. Sachant que le bouc, c'est ce qui représente le satanisme. Bref, on ouvre cette porte et là, un gigantesque hall d'entrée avec 2 grands escaliers sur les côtés menant tout droit aux chambres des invités. En bas, différentes pièces décorées d'animaux, soit empaillés, soit en squelette. Des couloirs qui n'en finissent pas avec une déco très subjective, avec mélange de religion, gris-gris ancien, voire même satanique. Il faut vraiment le voir pour le croire. Il y avait même un sarcophage. Je connais pas grand monde qui a des sarcophages chez eux, hein. Sinon, il faut changer d'amis. Il y a aussi cette fameuse salle de jouets pour enfants, avec une vingtaine de crânes accrochés au mur. Des jouets que je n'avais jamais vus. Honnêtement, je pense que tout enfant normalement constitué fuirait devant cette salle. Une énorme piscine avec sauna, hammam et crocodile de 6 mètres empaillés sur le mur. À ce moment-là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Vous commencez à visualiser l'endroit? Moi personnellement, j'ai vraiment énormément de mal avec les gens qui empaillent les animaux pour en faire des trophées de chasse. Je trouve qu'il n'y a vraiment aucun respect là-dedans. Bien sûr, il y a encore plein d'autres pièces comme un énorme cinéma, une boîte de nuit et encore plein d'autres bâtiments annexes tout autour de cette villa qui servent à la chasse, au dépeçage et autres. Non, je ne rentrerai pas dans les détails. Et je vous montrerai pas d'images non plus à ce niveau-là. Par ailleurs, si leur terrain est aussi grand, c'est parce que c'est devenu une énorme réserve naturelle pour différents animaux. Les pauvres. Il y a même un vieux château fort abandonné sur leur terrain, non loin de là. À titre d'information, il a été construit en 1160, ça date un peu, et il a été détruit pendant la guerre de succession. Les premiers jours passent et je me découvre alors un talent pour faire peur à mes collègues de travail. Le lieu s'y prête et ça passe le temps. C'est grave. Tu m'avais dit qu'on te voyait pas assez dans mes vidéos. Je t'assure, c'est pas possible. Je sais, Tu hein. vas faire loin du Je château, sais, je suis pas très intelligent. Oh putain. Là, il est con. Donc nous sommes toujours dans les premiers jours. Et là, on entend parler d'un éventuel cimetière pour enfants qui serait aussi sur le terrain, d'après les femmes de ménage espagnoles qui vivent là l'année. Seulement, elles ne savent pas exactement où il est, ou bien elles ne veulent pas nous dire où il est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes très peur de leur patronne. Et en effet, j'avoue qu'il y a vraiment de quoi les comprendre. Cette madame en question est vraiment très irritable, elle ne sort pratiquement jamais de sa chambre, ne mange pratiquement rien,
Et je commence à comprendre pourquoi tous ces chiens ont des noms de médicaments. J'ai donc pratiqué pas mal de randonnées pendant mes heures de repos dans l'espoir de trouver ce fameux cimetière, mais rien. Enfin, pour le moment. Hormis m'être retrouvé dans un nid de serpents et également être tombé sur une gigantesque fosse commune remplie de cadavres d'animaux. J'ai comme l'impression que c'est le dépotoir là-bas. Salé. Il y avait des centaines d'ossements, c'était vraiment dingue. Surtout qu'il nous disait toujours que le reste des animaux non consommés était envoyé au village le plus proche. Personnellement, j'en doute. Par la suite, j'ai une conversation avec l'une de mes collègues qui me dit avoir parlé avec une femme de ménage espagnole qui aurait retrouvé une étrange poupée dans la chambre de madame. Raconte-moi ce que tu viens de me dire. J'ai dit que, à mon avis, madame, elle avait envoûté monsieur avec de la magie noire. L'histoire des poupées, c'est ça qui C'est qu'on a retrouvé m'intéresse. une poupée piquée ici. Piquée? Ce qui veut bien dire Elle était où, la piquée poupée? Piquée avec des petits pics, tu sais, pour jeter les sorties. Ouais, comme les poupées vaudou. Exactement. Et elle était où la poupée? Je sais pas, mais bon, ils l'ont retrouvée. Mhm. Il n'y a pas vraiment grand intrigue ici. Donc On va tous mourir. À partir de là, je continue mon enquête, mais personnellement, je ne suis plus du tout serein. Après une petite dizaine de jours, arrive une toute petite dame assez âgée qui aurait élevé monsieur depuis son plus tendre enfance. En gros, une bonne. Elle était payée bien sûr, mais était devenue une amie depuis le temps, car c'était aussi la seule famille restante pour monsieur. Les jours passent et on se prend énormément d'affection pour cette petite dame qui se livre alors à de troublantes révélations. Elle connaît monsieur en fait depuis ses 8 ans. Donc elle l'a connu très très jeune, elle connaît bien sa famille et tout. Et donc elle a toujours été auprès de cette famille pour les servir, pour les aider. Donc monsieur a passé une super jeunesse, il paraît qu'il n'a jamais été... il s'est jamais senti au-dessus des autres. Son argent ne l'avait pas atteint, quoi que ce soit. Jusqu'au jour où il rencontra madame. Et à l'époque, en plus, il sortait déjà avec une très très belle femme qui avait divorcé pour lui et tout. Et le jour où il a levé les yeux sur madame, il avait oublié tout le reste. L'autre, il en avait plus rien à foutre. Et il n'avait Dieu que pour madame. Et donc, pour en venir au fait que Janine me parle de sorcellerie. Selon elle, c'est même sûr, madame, en fait, quand il l'a rencontrée, était une voyante. Et Vignier venait d'un milieu très très pauvre. Donc elle n'a jamais eu d'argent auparavant. Et en fait, à partir du moment où il a commencé à fréquenter madame, il n'arrivait que des problèmes. Déjà, il a perdu son papa. 13 ans plus tard, sa maman. 13 ans plus tard, sa sœur. Par la suite, il a perdu tout contact avec sa famille. Et puis, et a bien changé. Maintenant, l'argent l'a pourri. Selon elle, ouais, c'est sûr et certain, elle pratique de la sorcellerie. Au point même qu'elle me dit qu'elle elle a une truc bleue, c'est qu'elle la touche. Elle m'a surtout dit de jamais me faire toucher par madame. D'après elle, c'est comme ça qu'elle jetterait ses sorts. Je vous raconte pas nos angoisses après ça. À ce moment-là, je repense au tout début où je me disais mais pourquoi personne de l'année dernière n'est venu? Et je me tourne vers mes collègues et je leur dis mais aussi bien on ne repartira jamais, on est peut-être les futurs sacrifices. Hein. À peu près à la moitié du temps restant, je décide de changer de maisonnette car je m'entendais vraiment très bien avec les filles d'à côté. Et là, elle me dit qu'elles ont vraiment du mal à dormir la nuit, qu'il y en a même 2 qui ont été sujettes à des paralysies du sommeil. C'est quand même très étrange quand ça t'est jamais arrivé avant. 2 ou 3 jours plus tard, j'en fais aussi l'expérience. L'autre jour, en faisant ma sieste dans l'après-midi, je commençais à me sentir à moitié bizarre. Comme si j'allais m'endormir et qu'en même temps, je me retrouvais dans la villa à marcher. Un phénomène un peu chelou en fait, ça m'était jamais arrivé.
Et j'ai les deux filles aussi de la Pioule qui m'ont raconté un peu des affaires un peu similaires. Il y en a une qui a eu l'impression de faire un début d'AVC en fait. En fait, pareil, en s'endormant, s'est sentie partir, mais partir loin, quoi. Et elle était paralysée, elle n'arrivait plus du tout à bouger. Donc elle a flippé sa race et ouais, il y en a eu deux dans la Pioule à qui c'est arrivé, ce genre de truc. Au début, je rêvais que j'étais à l'intérieur de cette villa. Il faisait vraiment très sombre. J'étais avec ma lampe torche. D'un seul coup, j'entends crier. Je me réveille. Impossible de bouger. Impossible de crier. Vraiment très spécial comme expérience. Par ailleurs, j'ai pu voir que dans le côté ésotérique, la paralysie du sommeil est souvent associée à des cas de possession, de sorcellerie ou bien encore d'entités démoniaques. Rien de bon quoi. À partir de là, je commence à me poser pas mal de questions. Comment ça se fait que ça m'arrive dans cette maison comme les filles et que ça m'est pas arrivé dans l'autre maison et que c'est pas arrivé aux autres non plus. Je commence à me demander si le cimetière des enfants, il serait pas juste à côté. Les jours passent et je fouille un petit vase près d'une porte d'entrée et là je tombe sur une espèce de bâton bizarre avec des cheveux enroulés. Il y a aussi ce matin où il manque une invitée au petit déjeuner. On nous dit à ce moment-là qu'elle a pris un taxi pour rentrer. Seulement mes collègues femmes de ménage, en nettoyant sa chambre, retrouvent du sang partout dans le lit. Pas évident d'être une femme de ménage quand on connaît l'histoire de DSK, mais il y a pire encore. Regardez ce qu'ils retrouvent dans leur chambre. C'est trash. Je vous avais prévenu que cette histoire était vraiment bizarre, mais c'est l'enchaînement de tous ces événements qui est vraiment troublant. En plus de ça, la moitié du temps, on était amené à voir directement les dépouilles d'animaux. J'en passerai encore les détails. Et même un matin, en me levant pour aller faire les petits déjeuners, j'ai retrouvé une tête de cerf dans le congélateur où j'étais censé ramasser le pain. C'est finalement le 31 octobre, quelques jours avant notre départ, qu'une de mes collègues se met à crier « Ronan, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé !» T'as trouvé quoi? La blonde du petit-déj? Non, le cimetière pour enfants. Ah, j'avais raison, il était juste à côté. Et pourtant, je l'avais pas trouvé, il était bien caché derrière des arbres. Ça valait le coup de faire pratiquement la moitié de leur terrain à fouiller, alors qu'il était juste à côté. Je vous laisse voir ça par vous-même. Nous allons entrer dans le cimetière de tous les petits enfants qui sont morts. Il y a eu une épidémie et ils sont tous passés. Ouais, bah il est pas très entretenu, hein. D'ailleurs, comme tu peux le constater ici là, on pense qu'il y a un truc qui a été enlevé. On a déterré un corps, quoi. Oui, ou alors que le corps ne se serait pas décoré lui-même. Peut-être. N'importe quoi. Et là, il y a des fleurs, mais que sur une tombe, quoi. Donc, Oui, il y a un que privilégié. il y a des familles qui viennent encore. Il y a encore des familles qui viennent avec des fleurs. Bah, en gros, c'est les enfants des pauvres qui sont morts. J'ai pas vu la plaque là. Pourquoi celle-là, elle est à part? Francisco Lopez de Ayala. Maillot de... Ah ça va, il a quand même vécu combien? Ah non, il a pas vécu longtemps, dis donc. Il avait 7 ans. 7 ans? Ouais. J'ai vu celle-là. C'est quand même de très mauvais goût d'acheter un terrain où il y a un cimetière pour enfants mort d'épidémie. Surtout que la petite dame en question m'avait bien expliqué que madame voulait ce terrain à tout prix et pas un autre. Ils en ont quand même plus de 17 éparpillés dans le monde. Donc c'est un peu les cadeaux d'anniversaire qu'elle reçoit tous les ans. Un nouveau terrain, c'est comme ça, quoi. Je sais pas ce que vous avez pensé de toutes ces histoires, mais je peux vous assurer qu'à l'époque on avait vraiment très peur. Arrivé à ce stade, j'avais même l'impression que madame me fixait en permanence, qu'elle savait quelque chose. J'avais vraiment très peur d'elle et de ce qu'elle pouvait me faire. J'avais qu'une hâte, rentrer en France. Elle
Heureusement qu'on était très soudés, on a pas mal déconné, j'ai rencontré des gens vraiment formidables et je ne regrette absolument rien. Tu essaies de faire quoi là? J'essaye de voir la vie autrement. Même si aujourd'hui il y a encore pas mal de questions sans réponse, je peux vous assurer que j'ai encore peur d'elles et que je ne retournerai jamais travailler là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai très longtemps hésité avant de raconter cette histoire car j'ai vraiment le sentiment que quelque chose clochait là-bas. N'étant pas un grand connaisseur de la magie noire, j'aimerais beaucoup avoir vos avis dans les commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cela dit, après avoir visionné un reportage sur l'histoire de la sorcellerie en Espagne, qui serait étroitement lié aux épidémies connues, et un second sur les signes causés par la magie noire, je suis loin d'être rassuré. Bien au contraire, il y a énormément de points communs avec ce qu'on a vécu là-bas. Je vous conseille d'y jeter un œil, je vous mettrai tout ça dans la description. J'avais commencé à lire la Wicca il y a déjà quelques temps, mais je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. Je tiens à préciser qu'on est quand même rentrés tous sains et saufs. Je vous dis à la semaine prochaine pour un Urbex et à la semaine suivante pour d'autres histoires paranormales.